Vous écoutez Apéro Cigare, le podcast où on parle d'actualité sans vous endormir. Cette émission est 50% optimiste. Ben oui, il y a Hélène. Yeah! Yes, we can. Fine, Touchdown on the moon. Yes, Je vous demande de vous arrêter. C'est de la poudre de perlimpinpin. Au secours! Vous écoutez Apéro Cigare, l'émission où on parle d'actualité sans vous endormir et parlant de quelqu'un qui n'est clairement pas narcoleptique, Hélène Bernardo. Ben là, Ne t'endors pas, Hélène, là. Je viens de te dire que t'es pas narcoleptique. tu me sers des introductions de qualité depuis le début de la saison, puis Ok. là, on dirait que ça m'a pris de court. T'avais juste un adjectif. Ben, c'est trop simple. C'est trop simple, c'est ça mon problème. Mais je suis effectivement pas Non. narcoleptique. Je m'appelle Hélène, j'adore dormir, mais je vais vous tenir éveillé pour les prochaines 50 minutes. Ben, on espère parce que on est juste deux cette semaine. Je vous l'annonce, regarde. Ouais, c'est un petit date, là. Tu penses? On est avec notre petite Hochelag, on est chez notre fabuleux ingénieur son, Eric, bien sûr. Bien sûr. On est bien, on est confortable. C'est un retour aux sources, en fait, pour ça. Apéro, parce qu'on a... c'est un peu les OGs, là, la base, les originaux qui se reparlent entre eux. Oui. Un épisode de salon, comme on les aime. Et on a quand même beaucoup de sujets d'actualité cette semaine. Oui. Pas toujours des sujets qui sont positifs ou très très faciles à discuter, parce que quand même, il y a quelques conflits, on pourrait dire, sur la planète en ce moment. Ça fait beaucoup les manchettes, mais... pas marqué. Hein. Moi non plus. Pas facile en ce moment. C'est pas facile, mais On va on essayer doit en d'en parler. tirer du positif. Oui. Parlant de positif, avant qu'on commence sur notre étoile, cette bière-là, ah, je t'ai eu quand même. Oh, ça place un produit. Cette bière-là est très positive, je trouve. La bière de Schlag, Ben oui. c'est notre hood. Évidemment, parce qu'on est tous les deux au Hochelagois désormais. Au C'est Hochelaguien, vrai. au Hochelagois, au Hochelaguien. Hochelaslay. Je suis pas certain qu'en Schlaga, tu peux réussir à prononcer ton nom de quartier anyway. Là. Il faudrait vérifier le gentilé. Moi, j'ai la IPA West Coast, que j'aime bien. Très, très bon d'ailleurs. Et toi, tu as la... La NEIPA, New England IPA. Toi, tu n'es pas. Tu n'es pas. Bah, écoute, c'est très léger, c'est très agréable. Oui. Mais j'aime la NEIPA. Fait que, cheers. Ben, cheers. Et bonne écoute. Bonne écoute. En parlant toujours de choses positives, Jeff, qu'est-ce qui t'a marqué ces derniers temps, qui t'a caressé dans le bon sens du poil? Je sais que l'actualité est pas super drôle en ce moment, mais on essaye de trouver des belles choses dans le quotidien de la vie. Je vais être bien honnête avec toi, Hélène. J'ai vraiment travaillé fort cette semaine parce que quand je regardais un peu tout ce qui se disait sur les médias, c'était passablement négatif. Ce qui est le fun maintenant avec la loi C-18 là, c'est qu'on va pas- Sur Facebook, tout allait bien. Kevin était éliminé à Occupation Double. C'est génial. T'sais, la vie est vraiment belle. En parlant d'occupation double cette année, c'est un peu slack. Je dis ça, je dis rien. J'écoute pas Occupation Double. Il faut écouter Occupation double, c'est une étude anthropologique hebdomadaire. Moi, j'adore. Je sais à quel point tu prends des notes pour Tu un vois les éventuel- dynamiques entre belles personnes blanches, aisées, hétérosexuelles, qui sont là en train de passer des vacances en Espagne comme s'il fallait pas faire attention à son empreinte de carbone. Moi, Passionnant. j'adore. Passionnant. Mais quand même, il y a cette semaine, en fait, la Chambre de commerce Montréal métropolitain et d'autres acteurs au niveau municipal qui ont mentionné là, l'importance, finalement, de créer des villes plus vertes. Puis je pense j'aime beaucoup la dynamique maintenant au niveau municipal avec toutes les mairies du Québec, donc que ce soit Bruno Marchand à Québec, Valérie Plante à Montréal, et etc. Je trouve qu'il y a un beau dynamisme, une vision qui est très, très tournée vers l'avant. Donc, honnêtement, je trouve ça le fun. C'est rafraîchissant de voir des gens qui, justement, veulent changer les choses, veulent amener des villes plus dynamiques, plus vertes, plus actives. Donc ça c'est une étoile en général que j'ai réussi à trouver. Pour le Québec, puis, oui. Écoute, je vais prendre la balle au bon, puis je vais inciter les personnes, notamment les personnes qui vivent à Montréal et qui nous écoutent, à voter pour le budget participatif
de la ville. C'est-à-dire Hélène, que... Ouais, Là, c'est de la démocratie participative. Là. exactement. Tu veux que les gens contribuent et soient impliqués dans le processus? On le voit pas trop passer sur les réseaux sociaux parce que visiblement ça bloque aussi les publications institutionnelles. En tout cas, si vous tapez budget participatif Montréal 2023, vous devriez arriver sur le site web de la ville, puis on a la possibilité de voter pour différents projets qui ont été présélectionnés pour en fait mettre en place des projets de ville justement plus vertes, plus dynamiques, plus actives dans l'espace public, fait que ça nous concerne toutes et tous. C'est des projets qui peuvent toucher au sport, au déplacement, aux enfants, fait que ça inclut plein de publics puis plein d'espaces et on peut vraiment voter de manière tout à fait accessible sur les différents projets, fait que j'inviterais le monde à le faire parce que l'espace public, ça nous appartient. C'est un peu le genre de schéma que faisait aussi le Québec solidaire, non, avec son budget discrétionnaire. C'est-à-dire que faire voter les gens sur ce qu'ils aimeraient avoir. C'est intéressant, mais est-ce que ça mène pas une certaine forme de favoritisme? Encore une fois, tu sais, on pourrait parler de plein de choses à ce niveau-là. Les enfants peuvent pas voter parce que ils sont pas nécessairement au courant. Quoique, on nous demande si on a 12 ans et plus. Fait que, ouais. Puis les personnes aînées qui sont peut-être en fracture numérique, qui sont peut-être pas capables de comprendre comment fonctionne un vote en ligne. Fait que c'est de l'agisme. Il faut être capable de comprendre c'est quoi un budget participatif, c'est quoi les projets qui sont proposés. Fait que ça peut toujours être amélioré, mais je me dis que donner l'opportunité aux gens de s'exprimer, parce qu'on a des espaces pour donner notre avis, c'est quand même très important, surtout quand ça concerne l'ensemble de la société. Fait que je salue cette proposition, puis j'apprécie beaucoup ton étoile, puis félicitations d'en avoir trouvé une. Il paraît que sur une note pour transiter après, mais il paraît que 98% des gens qui ont participé et voté à ce budget-là aiment le chai latte Pumpkin Spice et vont chercher du kombucha sur le plateau. C'est sûr, c'est des parents sexy de genre La Petite Patrie ou Outremont. Mais écoute, c'est mieux que rien. C'est mieux que rien. C'est mieux que rien. Puis toi, ton étoile, Hélène? Écoute, c'est une étoile que j'ai trouvée vraiment dernière minute, mais en fait, ça a été... Dernière minute veut dire 1 heure avant l'émission? Même pas, genre, je pense 7 minutes avant l'émission. Anne L'Huillier est la 5e femme à recevoir le prix Nobel de physique. 5e femme depuis 1901, donc. C'est un bon ratio 50-50, quand même. On parle donc de 122 ans, quand même. Donc, c'est 117-5 pour les hommes. C'est ça, c'est excellent ratio 50-50. C'est vraiment le match canadien ces temps-ci. Là. Je vais quand même nommer les 5 autres. Je sais pas exactement ce qu'elles ont fait, à part pour Marie Curie, bien sûr. Mais Marie Curie a gagné le prix Nobel de physique en 1903, puis ça a été Maria Goeppert-Mayer en 1963. Puis ensuite, il faut attendre jusqu'à 2018 avec Donna Strickland, puis 2020 avec Andrea Ghez. Pour revenir à Anne L'Huillier, qui est notre lauréate de cette année, elle travaille sur le déplacement des électrons à l'intérieur des atomes et molécules. Ça te dit quelque chose? Ça me dit absolument rien. Appelle-moi électron, Hélène. J'en ai aucune idée. Eh bien, écoute, on réinvitera notre météorologue qui était avec nous au mois de mai pour nous parler de changement climatique. Ça serait bien, je pense que ça serait... Peut-être que lui aurait un peu plus... Ou l'inviter elle, si jamais... Ou l'inviter elle. Elle est française, elle est francophone, on pourrait l'avoir au micro. Voilà, on lui fait un petit épisode en ligne. Le budget, par contre... Inviter des prix Nobel? Ben, écoute, on est-tu là? On n'est pas rendu là. Hein? Écoutez, faudrait qu'on ouvre notre plateforme pour avoir du cash, parce que là, ça va mal. Ça va mal. D'ailleurs, sur cette parenthèse-là, tu disais que la première femme, donc Marie Curie, en 1903, à quel point elle était au-dessus de tout pour avoir gagné le prix Nobel en tant que femme en 1903. Fallait-tu que tu sois bonne? Fallait que tu sois comme... Oui. Genre, vous les hommes, allez donc tous vous faire foutre. J'ai gagné le prix Nobel, je peux même pas voter au Québec. Commande, bravo. Bravo, Marie. Bravo, Marie, si elle nous écoute. Certainement. Qu'en est-il de ta brique? Ça, c'est plutôt facile à trouver. J'en aurais beaucoup. C'est une brique qui est un peu directe et indirecte, mais je dirais la relation en ce moment Inde-Canada, parce que depuis, tout le scandale là, au niveau de l'assassinat d'un leader sikh
Puis pour les gens qui nous écoutent, le SIC, non, c'est pas le mot anglais SICK, c'est vraiment là un groupe, on pourrait dire ethnique, est-ce qu'on pourrait... Et religieux, il me Et semble. religieux du nord de l'Inde. La relation Inde-Canada se détériore assez rapidement et c'est dommage parce que c'est un pays qui progresse énormément, où il y a plusieurs enjeux politiques et diplomatiques, climatiques qui pourraient là, être réglés puis qui nous permettraient, le Canada, de se positionner sur la scène internationale. Et là, en ce moment, on est dans un énorme froid. Après, est-ce que effectivement l'Inde a commandité un acte d'homicide au Canada? Ça, j'ai pas la réponse. Et ça serait quand même assez fou d'y penser parce que la Chine, on avait des échos comme quoi elle le faisait à l'étranger. On se dit, bon, c'est la Chine, c'est un gouvernement autoritaire. Là, on a une démocratie. Ça va pas full bien en Inde, hein, ceci dit. Non, bon, OK, tu vas dire, on a un leader petit génocide, nationaliste ouais. hindou. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que... Hey, maudit! Oh! Ça fait 5 minutes que je la prépare dans ma tête. Mais... C'est le nom du premier ministre indien. Oui, Narendra Modi, oui. Mais c'est d'ailleurs ce que disait la semaine passée notre ami Yann Roche, qui disait on parle de la Chine avec les Ouïghours, mais on oublie complètement l'Inde avec les Rohingyas. Ah oui, c'est vrai. oui. Mais en ce moment, c'est dommage parce que je vois les relations Canada-Inde se détériorer et c'est vraiment pas de bon augure, en fait, pour notre diplomatie et nos relations extérieures. Qu'est-ce qui se prépare selon toi? Parce que des événements comme ça, on en fait rarement les suivis. C'est difficile à prédire parce que, clairement, puis on va en parler tantôt à travers tous nos sujets, mais je pense qu'on est en train de voir apparaître un nouvel ordre mondial complètement différent de ce qu'on a vécu, je dirais, jusqu'à 2008. Et qu'est-ce qui va se passer par la suite? J'en ai aucune idée. On voit avec l'Arabie Saoudite, par exemple, qu'il y a eu le scandale de Jamal Khashoggi. J'espère que je le prononce bien. Et là, on voit les relations diplomatiques se ressouder avec l'Arabie Saoudite. Bon, vous allez dire, ils nous vendent du pétrole. Oui. Ce qui n'est pas le cas de l'Inde, mais ce sera de voir aussi le leadership indien. Est-ce qu'effectivement, on va avoir encore un leader nationaliste, comme c'est le cas de Modi en ce moment, ou on va avoir un revirement de situation? Mais c'est dommage parce que c'est quand même un pays de 1,4 milliard avec tellement de choses qui se passent. L'Inde a dépassé la Chine cette année, si je ne m'abuse. C'est énorme. De milliards d'habitants. Puis là, on verra plus Justin Trudeau arriver là-bas avec son costume d'Halloween. Aïe! En plus, c'est bientôt l'Halloween! Ben oui, tu veux qu'il fasse quoi? Il peut plus faire de blackface, il n'y a plus le choix, là. Ouf! Moi, ma brique, elle fait complètement écho à ton étoile, en fait. Je me rends compte, fait qu'on est en train de boucler la boucle. En fait, ma brique, c'est ce graphique qui a été publié par la presse qui reprend en fait une recherche de la chaire de mobilité de Polytechnique qui a été publiée en 2021, qui s'appelle « Répartition de l'espace public pour le transport à Montréal ». Donc là, je vais vous citer des pourcentages. À Montréal, 73,8% de l'espace public est réservé aux voitures. 18,8% est réservé aux piétons, ça fait du sens. 1,3% est réservé au vélo, puis le 1% restant, c'est les transports collectifs. Bon, les transports collectifs, c'est le métro, mais c'est aussi le bus, fait qu'on pourrait se dire que c'est partagé avec les autos. Ceci étant dit, 1,3% pour le vélo, alors que ce qu'on entend à la journée longue, c'est maudits cyclistes, puis que, tu sais, on essaie de les assassiner en pleine rue. Eric pourra en témoigner. Mais il est dangereux, Eric. Il est dangereux. Il va vite. Faut noter aussi la répartition de ces pistes cyclables qui sont principalement à Rosemont et sur le plateau, donc dans des quartiers qui sont privilégiés au niveau des services, puis de l'accès au commerce, puis des populations qui y vivent. Donc les quartiers riches ont accès aux pistes cyclables, mais il n'y a rien dans les quartiers défavorisés. Je pense que toi comme moi, on peut témoigner du manque de pistes cyclables dans le centre-sud et le sud-est de l'île de Montréal, puisqu'on habite au Hochelaga. Pas non plus de station Bixi en comparaison avec le plateau et Rosemont. Fait que ce graphique, il m'a quand même fait rire parce que ça, c'est pour les gens qui nous écoutent à Québec. Les pistes cyclables, c'est cool. Puis le transport collectif, c'est cool. Fait que,
Allez-y. Je nous sens tellement des go-gauches en ce moment, puis t'as comme la personne qui nous écoute dans son Ford F-150 qui est comme... Non! Comment ça se fait 1%? Ça devrait être 0.5. Mais t'as raison, puis c'est drôle parce que sur les groupes d'Hochelaga, puis même sur d'autres groupes que je lisais, les gens disaient « Hey, là, ça a plus de bon sens, là. Il y a bien trop des pistes cyclables partout. Puis là, tu viens de dire 1,3% de l'espace public. 1,3% pour les vélos, puis les voitures, c'est 73,8. Hein. Fait que c'est un 3/4 quasiment solide, là. Ceci étant dit, bravo à Québec qui a mis en place une piste cyclable sur le chemin sans foi. Wow, bravo! Le 21e siècle. Bravo, Québec! Bravo! Bravo! Il faut pas être médisant au Québec. Good job. Bravo, Québec! Une piste cyclable dans toute la ville. C'est génial. Vous êtes bon. Vous êtes bon, lâchez pas. Fait que toi qui es propriétaire d'une Subaru, qu'est-ce que tu penses de ça? Mais qui est un avide fan du Bixi. Ben c'est ça, en fait. Moi, je suis un peu un utilisateur, puis j'aime pas qu'on, justement, mette les gens dans les cases comme « Ah, t'es cycliste » ou « Ah, t'es automobiliste » parce que, justement, tu sais, comme, je suis les deux. Tu sais, je veux dire, des fois, je prends ma voiture, des fois, je prends le vélo. Un citoyen du monde. Je suis tellement ouvert. Je suis tellement ouvert, Hélène. Mais, tu sais, il y avait cette image-là, quelqu'un qui m'avait dit une fois, il avait dit, prends tout l'espace qui est réservé à la voiture, enlève-la. Imagine le Canada trou que ça n'existe fait. plus. Non, c'est ça. On fait quoi? Tu sais, c'est fou, 73%, là. Tu pronostiques pour quand le train grande vitesse Toronto-Québec? Ouh, Hélène, là, tu vas vraiment me mettre les deux mains dans le tordeur. Je te dirais que certainement pas avant 2030. Certainement pas. Puis là, est-ce que ça va être un train à grande fréquence ou un train à grande vitesse? Grande vitesse, ce serait pas mal. Grande fréquence, ce serait encore mieux. Après, je sais pas si... Grande fréquence, c'est moins vite. Je pensais que c'était la fréquence qu'il y en avait plus. Non, le TGF, c'est juste qu'en fait, pour avoir un train à grande vitesse, il faut qu'il y ait vraiment une voie surélevée. Ça prend énormément d'investissement. En fait, déjà, s'il pouvait juste exister, ce train... Quel train? C'est quoi un train? De quoi tu parles? Parce qu'on le rappelle, le Canada est un pays qui a été inventé, si je puis dire, pour mettre en place un train. Oui, on en a mis un, c'est ça. Ben, il y en a juste un qui traverse d'est en ouest, oui. Puis qui prend 4 jours. On l'a-tu mis ou on l'a pas mis, Hélène? Il est là. Il est là. Il est relax. Il est là. Il est pas vite. 4 salaires, mais oui. c'est correct. il est cher, il est pas vite, mais il est là. Il y a clairement 3 personnes dans le fin fond de Sainte-Foy qui le prennent le mardi matin pour aller faire un meeting à Montréal. Toi, tu penses que ça va se produire? J'aimerais beaucoup ça. Je doute que l'Ontario et le Québec soient capables de se mettre d'accord. Je doute que l'opinion publique accepte la proposition. Je doute qu'on soit capable de sortir l'argent dans des délais raisonnables, mais j'y crois. Il y avait cette statistique-là qui disait qu'entre Québec et, je me rappelle plus si c'était London, Ontario ou Hamilton, bref, dans la zone, je dirais, là, la plus densément peuplée du Québec et de l'Ontario, il y a plus de 50% de la population du Canada. Oui, écoute, la pertinence de ce train-là. On aurait 2 trains, Hélène. Tu t'es rendu compte? On en aurait 2, dont un vite. Ça serait fou. Vite, mais vide. Oui. Ben, un vite puis un vide. Yeah. Puis, tu sais, combien ça va coûter un billet de train Toronto-Québec, là? Ce sera pas pour le commun des mortels. Non, mais en même temps, si ça coûte moins cher ou aussi cher qu'un avion, déjà, le fait que tu dis, ben, garde, je peux prendre le train. Moi, je prendrais certainement le train Montréal-Toronto si ça prend, par exemple, justement, 3h30. Tu sais, le temps d'aller à l'aéroport. Moi, je l'ai pris, hein, c'est très agréable. C'est agréable. Ça coûte un peu cher. C'est long. C'est pas pour tout le monde. C'est long, mais c'est nice. Mais c'est nice. Écoute, est-ce qu'il serait pas temps de parler de génocide et de colonialisme et... Ouh, ben les petits sujets légers là, de l'émission, bien sûr. Exactement. Et prenez-vous une petite bière comme nous. Une Hochelag. Hochelag, IPA ou... Ben, n'est pas. Mais buvez-la pareil parce que ce dont on s'apprête à discuter, c'est quand même assez lourd. Puis, écoute, moi, je vais commencer par un constat très personnel. Je vois passer sur les réseaux sociaux énormément d'informations à propos du conflit israélo-palestinien, si on peut l'appeler comme ça. Puis, il y avait tout ce sentiment de culpabilité de est-ce que moi, c'est ma place de partager ces informations-là, d'en parler, de donner mon opinion, de donner des ressources? Oui et non. Je pense que
c'est à nous tous et toutes de le faire. Ceci étant dit, c'est difficile d'avoir les bonnes sources. Puis, est-ce que toi, ton impact avec ton petit réseau social à toi, tu sais, ça va faire la différence dans la vie de gens qui ont peur de la mort au quotidien? Je suis pas certaine. En tout cas, je suis contente qu'on parle de ça aujourd'hui parce que je pense que, personnellement, j'étais due pour en parler. Parler du conflit israélo-palestinien? Oui. Est-ce que s'il y avait eu l'événement de l'attaque du Hamas sur Israël, tu penses qu'on en parlerait en ce moment? Il faut en parler. Il faut en parler parce que c'est une situation qui dure depuis bientôt 100 ans, en fait. Ouais. Un peu plus 70 ans. Il faut parler aussi du problème de sémantique. Donc, je sors des mots un peu scientifiques. On vient de perdre la moitié de nos auditeurs. Tous nos parents sont déconnectés. Là, ils cherchent le transistor. C'est fini. Certes, il y a conflit. Il y a conflit parce qu'il y a des tensions. Mais en fait, il y a surtout une situation de domination sur un territoire qu'on connaît. Conflit israélo-palestinien, ça sous-entend que Israël et Palestine sont à force égale. C'est pas le cas. C'est-à-dire que la définition d'un conflit, c'est qu'il y a vraiment deux protagonistes qui s'affrontent. Exactement. C'est-à-dire qu'en ce moment, c'est pas du tout le cas. C'est pourquoi on dit la guerre en Ukraine et pas le conflit russo-ukrainien. C'est vrai qu'on dit la guerre en Ukraine. Parce qu'il y a une attaque sur un pays qui s'appelle l'Ukraine. C'est vrai. Là, ce qui se passe en ce moment, c'est qu'il y a une attaque sur un pays qui s'appelle la Palestine, qui historiquement... Bon, ça a toujours été un peu flou, hein, la Palestine a toujours existé, bien entendu, mais ça a fait partie de l'Empire ottoman, puis ça a été un protectorat britannique, fait qu'ils ont quand même toujours vécu dans l'ombre des autres. Ceci étant dit, il y a un peuple palestinien qui est là depuis des milliers d'années. Puis, depuis 1948, la Palestine s'est faite coloniser pour devenir l'État israélien, qui est un État qui a été construit de toutes pièces. Il y a énormément de sources, là, je laisserai les gens faire leurs recherches. Mais au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, en réponse aux horreurs du nazisme, on a voulu donner un territoire au peuple juif. Mais, je te lis la définition de guerre, lutte armée entre États. Lutte armée entre États, mais est-ce que la Palestine est un État au jour d'aujourd'hui? C'est ça la question. Est-ce que la Palestine est armée pour le faire? On a vu que oui avec Hamas. Oui. Le Hamas, c'est un groupe qui utilise des techniques terroristes. C'est vrai. Est-ce que les Palestiniens s'identifient au Hamas? Il faut faire attention avec le mot terroriste parce que moi, je trouve que le terrorisme, c'est un peu... C'est connoté, hein? Oui, parce que, tu sais, moi, j'avais un prof de relations internationales qui me disait le terrorisme, c'est une guerre asymétrique. C'est-à-dire que si tu as un éléphant et une mouche qui s'affrontent, c'est clair que la mouche ne pourra pas tuer l'éléphant. Je veux dire, si tu n'es pas capable d'avoir une égalité au niveau du conflit avec l'ennemi, ce que tu vas faire, c'est que tu vas un peu essayer de lui faire mal psychologiquement. Donc, le terrorisme, en fait, c'est un conflit entre deux protagonistes, mais il y en a un qui a clairement compris qu'il n'y avait pas la capacité de réussir à confronter l'autre personne à forces égales et donc va utiliser des techniques pour justement répandre la terreur, pour jouer une guerre psychologique. Exact. Et c'est le cas avec le Hamas, parce que, bon, comme tu le dis, il y a clairement une occupation militaire du territoire. Faut pas oublier que le Hamas, c'est-à-dire, non, la bande de Gaza, c'est 2,3 millions de personnes. C'est quoi, c'est l'île de Montréal? À peu près, je pense qu'on est sur 360 km². Je veux dire, c'est des peanuts, c'est la zone la plus densément peuplée au monde. Les Palestiniens n'ont pas accès à la mer. Non. Donc, ils ne choisissent pas s'ils peuvent pêcher ou pas. C'est 50% d'enfants aussi? C'est 50% d'enfants, c'est une population excessivement jeune. Ils n'ont pas accès à la terre. Je veux dire, donc, c'est une population qui vit exclusivement sous l'aide humanitaire internationale constant, avec aucune aspiration pour le futur, densément peuplée, puis qui sont constamment sous les bombes, l'artillerie, la domination, l'humiliation. Et donc, après, les gens disent, là, on voit clairement, comme par exemple les États-Unis, les pays européens qui disent le Hamas ne représente pas le peuple palestinien. C'est juste une manière de gagner là, le statu quo de je suis bon pour tout le monde, là, genre un homme blanc de 82 ans qui veut avoir la paix, là, je veux dire, thank you Joe. Mais au final, ça reste, comme tu le dis, c'est un peuple qui est victime en ce moment
il s'est fait exproprier sa propre terre et aujourd'hui est complètement oppressé militairement et psychologiquement. Oui, bien sûr. Depuis, comme tu dis, quasiment 75 ans. Oui. En 10 ans, on compte 20 fois plus de morts du côté palestinien que du côté israélien. Alors oui, l'attaque du Hamas, c'est terrible. Oui, absolument. On regrette les morts. Il n'y a personne qui Israël. veut voir ça. Ceci étant dit, c'est ça, en termes de chiffres, c'est incomparable. Puis la riposte qu'on voit aujourd'hui d'Israël, elle est complètement disproportionnée. Elle est terriblement inquiétante parce qu'on a l'impression qu'elle va jamais s'arrêter. Fait que ce qu'on est en train de voir, c'est littéralement un nettoyage ethnique, en fait. Ben, c'est ça, c'est difficile à dire parce que, effectivement, tu sais, on parle de nettoyage ethnique. Moi, j'ai l'impression qu'encore une fois, on est dans une guerre psychologique, c'est-à-dire que le Hamas a joué une guerre psychologique de dire « je viens absolument de vous avoir en ce moment ». Et ce qu'Israël dit, c'est « je vais faire une réponse qui est tellement disproportionnée que je vais vous faire payer ». Donc, on est vraiment dans quelque chose qui est aucunement... qui ne fait aucun sens, mais qui est vraiment une manière de dire « regarde, je vais vous humilier, je vais vous écraser ». Et aussi, il y a une question en politique à 3 niveaux, c'est-à-dire national, régional, international. Au niveau national, en ce moment, les Israéliens sont dans un mode de vengeance, clairement. Oui. Et le gouvernement israélien veut donner, en fait, une forme de réponse à sa population pour dire « je vais vous venger, on s'en occupe ». Et là, encore comme tu le dis, largue les bombes, on voit les vidéos, on voit les images de gens qui ont tout perdu, encore une fois, là, les rues complètement vidées. Là. C'est vraiment on est en train de pillonner la bande de Gaza, alors que, comme tu le dis, c'est disproportionné par rapport à... on peut pas compter les morts, mais 1400 morts, je crois, du côté israélien, plus ou moins. Et là, on est rendu déjà à 4000. Mais ça, c'est sans compter tous les millions de gens qui sont déplacés, réfugiés, qui souffrent de malnutrition, de faim, qui n'ont plus accès à rien. Et on ne laisse même pas passer l'eau et la nourriture. Donc, c'est très triste, honnêtement, mais je vois pas la sortie positive de ce conflit-là, malheureusement. C'est ça, on dirait que ça va durer de manière indéterminée. Puis on parle beaucoup de cycles de violence aussi, comme... Ça aussi, c'est un sujet sur lequel on fait jamais de suivi. C'est comme un événement, tous les yeux sont rivés sur cette partie-là du globe, puis on s'en lasse, fait qu'on passe à autre chose, mais il y a quand même des millions de personnes qui sont concernées. Je vois pas quelle pourrait être l'issue, étant donné que ce qu'on voit, c'est que les forces occidentales soit ne se prononcent pas, soit se prononcent en faveur d'Israël de manière plus ou moins passive. On a quand même vu la tour Eiffel illuminée du drapeau israélien après les attaques du Hamas. Bon, encore une fois, oui, ces morts sont regrettables, mais pourquoi pas le drapeau palestinien le lendemain quand on lâche des milliers de bombes sur la bande de Gaza ? Joe Biden va visiter Israël comme s'il partait en tout inclus, faire du business avec son chum. En tout cas, à l'ONU, ce qu'on a vu aussi, c'est que le cessez-le-feu a été refusé par les États-Unis. Là, c'est le moment pour la Russie de démontrer une attitude assez particulière, hein, parce que eux prennent leur place aussi de manière stratégique en ce moment. Assez ironique venant d'un pays qui est en train d'essayer de recoloniser l'Ukraine. Mais il y a quelque chose de profondément triste en fait à cette situation. Puis c'est ça, encore une fois, en tant que citoyen, citoyenne, c'est très difficile de trouver sa place puis le rôle qu'on peut avoir là-dedans. Alors j'encouragerais les gens à s'éduquer en fait sur l'histoire de la Palestine, l'histoire d'Israël, puis parce qu'il y a une excuse aussi comme je me sens pas outillée pour parler de ça, mais c'est pas compliqué, là. Il y a juste un État qui en colonise un autre. Puis, on voit ça. Fait qu'il faut qu'on en parle, faut qu'on en parle ensemble, puis qu'on parle de stratégie de résistance, peut-être. Ouais. Il y a certains éléments que tu abordes qui est intéressant. Moi, d'ailleurs, d'une part, au départ, j'étais comme... Bon, d'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas, il y a le plan de partage, parce que la Palestine a été sous mandat britannique
pendant un certain temps, après la Première Guerre mondiale, donc après la chute de l'Empire ottoman, est tombé sur mandat britannique, puis par la suite, la Grande-Bretagne a dit « Parfait, on va passer ça sous l'ONU », puis il y a eu le plan de partition de 1947 qui faisait une solution à 2 États. Et là, au départ, moi, j'étais là, les Palestiniens auraient tellement dû accepter ce plan de partition parce que, bon, pas parce que, je veux dire, dans le sens où, si tu regardes avec ce qu'ils ont aujourd'hui, ils auraient été peut-être gagnants dans le sens, au moins, il y aurait eu quelque chose, il y aurait peut-être été capable de développer un État pour eux. Par contre, je lisais justement récemment la déclaration de Balfour de 1917, et il était écrit noir sur blanc. Il était écrit noir sur blanc que le Royaume-Uni, l'Angleterre avait en tête un État juif qui allait contrôler toute la Palestine. Ouf. Donc, dès le départ, le plan, c'est de dire, on veut plus les Juifs chez nous, on va se sentir bien en disant à toute la communauté internationale à quel point on crée un foyer juif qui va, d'un, régler notre problème chez nous, et de deux, on va avoir un allié dans la région qui va être reconnaissant, etc. Puis, divide to conquer, évidemment, ben avoir une partie juive, une partie palestinienne. Donc, dès le départ, le projet sioniste était là pour ce qui est aujourd'hui. Donc, on est rendu en 2023. Est-ce qu'on peut vraiment dire il n'existera plus d'Israël? Pour moi, c'est impossible. C'est ça, les Israéliens, la génération qui est en Israël aujourd'hui, veut pas, c'est leur pays. Ben oui. Ce sont des personnes qui sont nées là, qui ont grandi là. Je serais curieuse de connaître davantage l'avis des jeunes Israéliens sur la question. Je sais que c'est un sujet qui est très polarisant, qui peut être assez extrême sur certains discours. Il y a des gens aussi qui refusent de parler de ça en Israël et en Palestine parce que c'est trop difficile. Mais la seule issue à la question que tu poses, c'est une cohabitation. Est-ce que ce sera possible? Certainement pas pour la génération qui est là en ce moment et peut-être pas pour la prochaine non plus. Le trauma, là, il va être terrible, mais au long terme, je sais pas. Je sais pas si on peut envisager une cohabitation. C'est difficile, mais... On dirait même avec coloc, là, tu sais, clairement, il veut toute l'appart, là. Exactement. J'allais faire aussi une analogie avec une colocation, mais ça se passe mal. Ça se passe mal. Il y en a un qui paye pas son loyer. Oui. Il n'y a plus de charme non plus. Non. Il y a un enjeu vital pas mal. En tout cas, j'ai fait mes petites recherches. J'ai littéralement écrit sur Google « Que faire pour Gaza ?» C'est une question extrêmement naïve. J'ai hâte de voir les réponses. Mais évidemment, vous éduquer. Vous pouvez aussi interpeller vos élus, puisque ce sont eux qui ont des pouvoirs sur, en tout cas au niveau fédéral, sur les affaires étrangères. Vous pouvez boycotter des entreprises ou des entités qui soutiennent le régime israélien. Et par régime israélien, on parle de l'État d'Israël et non pas des communautés juives, parce que c'est différent. Fait que prenez garde à l'antisémitisme. Et si vous voulez apporter de l'aide financière, il y a plein d'organisations internationales qui viennent en aide aux Palestiniens. On peut citer Médecins sans frontières, la Croix-Rouge, ou Save the Children, ou UNICEF. En tout cas, essayez de trouver des sources fiables et sûres si vous voulez donner votre argent et si vous voulez vous renseigner aussi. J'aime tellement ton côté militant dans le sens que, tu sais, moi, je suis tellement comme la vie va mal, le monde s'écroule, faut aller dans un bunker, faut s'acheter le plus possible de bière, manger du popcorn avec du cheddar blanc en poudre. Et toi, t'es là comme faut se mobiliser, faut aller parler avec nos élus, on n'est pas du tout dans la même approche. Donc j'admire ce côté-là de toi. Ben merci. Mais je suis tellement pessimiste. Mais je me dis, tu sais, on a un podcast, on est peut-être écouté par, 14 personnes à tout casser. Mais si ces 14 personnes... Il n'y a aucun Palestinien dans ces... Si ces 14 personnes peuvent réfléchir à leur posture et leur attitude dans le monde, ben tant mieux. Puis si on parle à 14 autres personnes... Eh ben écoute, ça fait un effet... papillon Domino. Papillon domino, mettons. Exactement. Et il y avait le massacre de Deir Yassin, juste pour montrer un petit côté de l'humain, là.
Puis je reviens à notre épisode 25 avec Drowster. Arrête Oui, donc. je fais ça. T'as le numéro? Je fais ça. Hey, je check live. Check parce que je pense que j'ai le bon. Qui parlait de l'humain, de l'humanité justement, puis qui trouvait à quel point c'était beau cette humanité-là. En 1947, le massacre de Deir Yassin, il y avait des soldats, en fait, des milices israéliennes du Haganah qui avaient massacré un village palestinien de Deir Yassin, pas loin de Jérusalem. Et ce qu'on savait pas, et qui était dit après, c'est que le village où il était, et le village, et c'est le cas pour plusieurs villages en Palestine, les villages israéliens et les villages palestiniens avaient fait des pactes de paix. Donc, tu sais, à quel point, je veux dire, mon voisin, tu sais, dans le sens, à quel point tout le monde peut cohabiter. C'est juste que, des fois, je sais pas pourquoi, mais le politique, le système, avec des 3 S au début. Des fois, j'ai l'impression en tant qu'humain, on s'auto-détruit un peu. Tu vois, je suis pessimiste, Hélène. Tu vois que Voilà. faut que tu me remontes le moral. Let's go, vas-y que ton truc. Ben, on va parler crise du logement. Ah, ben oui. C'est une bonne façon, ça. Ben moi, je n'ai pas, je suis correct. Non, ben oui. Alors, pour les auditeurs qui nous suivent, Jeffrey, au micro avec moi ce soir, a acheté un condo. Là, je savais qu'elle allait faire son petit côté Il a acheté un gentrificateur. Il a acheté un condo neuf. Ben, sur quelle rue de Montréal? La rue Sainte-Catherine. C'est-à-dire que... tu donnes mon adresse, là? Ben, c'est je quoi, donnerai pas le numéro, je donnerai pas le croisement, mais je suis la gare sur Sainte-Catherine dans des condos neufs. Fait que... Je donnerai pas le croisement, mais 101/315 appartement 102. On se rejoint là-bas. Tu sais... Ça fait quoi d'être propriétaire? Mais c'est un bon sentiment. C'est un bon sentiment parce que... Ben, c'est chez toi. Tu sais, je pense que la propriété, il y a beaucoup de choses qui se disent par rapport à ça, mais au final, oui, c'est un investissement, oui, c'est un actif, mais c'est aussi, c'est chez soi. Tu sais, être chez soi, c'est le fun. C'est un bon sentiment. Puis, tu sais, moi, je suis très un partisan de la mixité sociale. Allez. Je suis vraiment un partisan de quartier où on doit justement cohabiter. Est-ce que tes voisins sont blancs? Pas tous. Oh! Il y en a un. Non, pas. Le gars en bas qui fait le ménage. Est-ce que tes voisins sont des jeunes personnes dynamiques? Oui, quand même. Puis il y a un clash, tu le vois, honnêtement. Tu sais, on le voit dans la gentrification des quartiers. Ces nouvelles personnes-là. Puis, tu sais, c'est ça que je dis toujours, c'est que tu sais, tu peux pas mettre l'emphase sur les gens qui veulent acheter puis trouver un nouveau quartier, parce que je veux dire, ces gens-là sont probablement aussi gentrifiés dans leur... Mettons que moi, j'aurais voulu l'acheter au Plateau. Ben, peut-être que je pouvais même pas parce que j'avais pas les moyens, mais probablement que dans quelques années, la personne qui va vouloir acheter H-D'accord n'a pas les moyens, va aller à une autre place. Donc, il n'y a pas de victime et de gagnant là-dedans. Quel numéro d'épisode pour la gentrification? Oh... Ça, c'est tough. Je crois que c'était 21. Sûrement. En tout cas, c'était bien 25 pour Drowster sur les humains. On a fait un épisode sur la gentrification qui s'appelle... Bye bye Kombucha, bonjour. Oui, bye bye. Bonjour Kombucha, l'épisode 19. Voilà. En tout cas, apéro cigare, c'est toujours d'actualité. Toujours. Mais oui, mixité sociale... en fait, là, le problème en ce moment, c'est tout simplement la situation financière des Québécois, Québécoises, des gens qui vivent au Québec. C'est pas un scoop. Il y a une crise de logement au Québec. Il y a une crise du logement. On l'a vu venir. Ce qui s'est passé pendant la pandémie, c'était particulier, avec 3% d'inoccupation pendant la pandémie, puis tout à coup 1% en 2022. 1%, voire moins dans certaines villes du Québec qui sont des villes historiquement pauvres ou plus petites, comme par exemple Saguenay, Sherbrooke, Trois-Rivières, Drummondville. Cette année, le loyer moyen pour un 2 chambres en ville, donc dans des grands centres urbains, c'est 973 $ pour 2 chambres. Est-ce qu'on sait c'était combien il y a quelques années? On sait que c'était moins. ça, on est convaincu de ça. Honnêtement, c'est vrai que c'est fou. Puis, c'est la crise du logement, honnêtement, le marché un peu dans le centre-ville de Montréal en ce moment. Aller sur la rue Notre-Dame, aller sur la rue dans le Vieux-Port de Montréal. Moi, j'étais très, très surpris à quel point on voit la pauvreté et l'itinérance beaucoup plus qu'avant.
j'étais, justement, ça m'a marqué parce que je descendais Berry, j'arrive sur de la commune, puis il y avait un campement. Littéralement, il y avait plusieurs tentes de gens qui étaient sans abri. Et c'est pas quelque chose que je voyais de façon régulière avant. Et là, je le vois dans plusieurs endroits à Montréal, que ce soit Chinatown, que ce soit la rue Notre-Dame à Hochelaga. Il y a plusieurs campements, puis même on peut le voir aussi sur la rue, pas Papineau, mais de Lorimier. Donc, il y a des gens, en ce moment, je trouve qu'il y a une situation d'itinérance qui s'est aggravée. Oui. On voit effectivement des gens, puis à Hochelaga, on le voyait pas avant, puis là, on voit des gens qui mettent des affiches sur leur balcon. J'en en peux plus, les Airbnb, je veux rien savoir. Donc, on voit qu'il y a une tension, puis il y a effectivement une situation d'itinérance et il y a un stress financier pour tout le monde en ce moment. Et effectivement, un manque de logement. Il n'y en a pas. Moi, je me rappelle quand je suis arrivé à Montréal, il y avait 25 personnes qui avaient visité et j'avais écrit dans l'heure qui suit à la personne. On s'entend. Là. Donc, Hélène qui, elle, se dit... Moi, je suis blanche, je vais bien. Je mets le doigt sur les gentrificateurs alors qu'elle a un appartement qui coûte absolument des peanuts et mais qui là, est beau. alors je vais te dire pourquoi elle coûte des peanuts. Puis encore une fois, c'est un acte militant. Moi, j'ai hérité d'un appartement d'une personne qui était là depuis 8 ans. Cette personne-là, elle a dit non à son augmentation de loyer tous les ans. Il y a des années, ça a marché. Il y a des années, ça n'a pas marché. N'empêche que mon appartement, je le paye le loyer, un loyer que j'ai la chance de pouvoir payer, déjà, parce que je suis consciente de mon privilège, mais qui représente quand même 1/3 de mon salaire au mois, ce qui est beaucoup. C'est beaucoup. Ce qui est moins que certaines personnes qui dépensent 50% de leur loyer, 50% de leur revenu dans leur loyer. Et donc, je paye un loyer qui ne reflète pas du tout le marché immobilier à Montréal en ce moment. Mais parce qu'il y a eu de la résistance. Donc, encore une fois, il faut se battre contre des propriétaires. Il y a des propriétaires qui sont beaucoup moins bien intentionnés que d'autres. Pour avoir insulté les propriétaires sur Facebook, je me suis fait jeter des roches puis traiter de dinde. En tout cas, c'est une histoire que je pourrais vous raconter dans un autre épisode. Tu te fais traiter d'un animal qui vit juste en Amérique du Nord, mais je comprends. Oui, je suis tout à fait consciente que ce n'est pas le cas de la majorité des Montréalais et des Québécois de manière générale. Fait que c'est ça, avoir 2 chambres ou vivre seul en fait, parce qu'il y a aussi des gens qui vivent en colocation parce qu'ils n'ont pas le choix. Il y a des gens qui vivent des situations d'itinérance cachée, donc je pense à des familles qui vivent en colocation, alors que l'appartement n'est pas du tout adapté pour des familles. Non, aujourd'hui, être bien logé, c'est un privilège, alors que, dans mon humble opinion, ça devrait être un droit. Mais, tu sais, on parle toujours justement de la crise du logement, puis je sais que la ville de Montréal a essayé, puis même d'autres villes ont probablement essayé certaines tentatives pour essayer de mitiger, en fait, ce problème-là, notamment avec le principe du 20-20-20, avec le principe des loyers abordables, mais on voit qu'au final, ça a un impact, je dirais, potentiellement, mais minime. C'est quoi la solution en ce moment-ci? Parce que si on n'est pas capable que le parc immobilier compense la demande, ben à ce moment-là, il va toujours avoir un moyen de des gens qui ont peut-être plus de moyens ou plus de connexions ou plus de contacts de réussir à... Si en ce moment, il y a 1% d'inoccupation du loyer, ça veut dire qu'il y a une demande. Il y a beaucoup de gens qui veulent un loyer. Oui. Comment qu'on règle ça? D'ailleurs, attention avec la demande, parce que récemment, ce qu'on a vu dans les médias, c'était que le problème, c'était l'immigration. Alors, ça fait partie du problème, mais ce n'est pas la cause du problème. Ceci étant dit, des solutions... alors, je suis pas stratège, je suis pas urbaniste, je suis pas sociologue, je travaille pas pour la ville ni pour le gouvernement. Ça, ce serait le travail de Madame France-Hélène Duranceau, si elle oubliait ses intérêts personnels. Oh, wow! Ça dénonce! Name dropping, OK. Je pense qu'une partie du problème, ce serait que le gouvernement prenne ses responsabilités et légifère davantage sur le logement. C'est-à-dire, il y a tellement de choses à faire, en fait. Il y a tellement rien qui existe qu'il y a tout à construire. J'ai l'impression, un droit au logement au Québec. J'aurais adoré avoir un ou une invitée pour en parler qui ait beaucoup plus d'expertise. Mais moi, c'est une des choses qui m'a choquée en arrivant au Québec, c'est que c'est la loi de la jungle. T'arrives, puis tu t'imposes, puis tu prends ta place, puis tu payes, puis that's it. Mais
on pourrait mettre en place des cadres qui sécurisent les locataires, les propriétaires, et qui fassent en sorte tu sais, si on pouvait au moins mettre un pansement sur la plaie, parce que là, il n'y a même pas de pansement, c'est une hémorragie. Non. Une autre chose, ce serait d'arrêter l'Airbnbisation des villes. Barcelone le fait. Est-ce que ça fonctionne? Il me semble que ça fonctionne. On ne peut pas louer de logement pour moins de 30 jours. Alors, c'est une petite solution, parce que louer aux 30 jours, ça reste extrêmement vicieux. Mais je pense que ça sécuriserait extrêmement un nombre important de gens en situation précaire. Ça libérerait des logements aussi, parce qu'encore une fois, moins de 1% de logements qui peuvent être occupés. Ça veut-tu dire que si moi, demain, je perds mon appart, je suis dans la rue? Ben, je serais pas prêt à dire ça, Je sais que je pourrais dormir dans ta chambre, mais ça c'est comme ta deuxième chambre. Mais ce serait de l'itinérance cachée. Ce serait effectivement de l'itinérance cachée. Et je veux pas dire que tu serais dans la rue, mais honnêtement, tu aurais beaucoup de difficultés, je pense. Je pourrais faire à manger pour vous, là. Je me ferais discrète, puis je laverai la salle de bain après ça. Oui. On ne te laissera pas dans la rue, Hélène. Sinon, tu as toujours le divan d'Éric, mais... de toute façon, on sait à quel point les divans... Bref. Private joke. What up? Les gens comprennent pas. Les gens comprennent pas en ce moment. Je vous le dis, c'est une bonne histoire. C'est pas par rapport à moi, c'est par rapport à... Next topic. Est-ce que tu penses que construire plus peut être une solution? Ben, c'est un débat, parce que c'est sûr qu'au niveau de la pandémie, moi, ce que j'ai entendu, c'est que les gens disaient, à cause du fait que, bon, le prix des matériaux a augmenté drastiquement et que on pouvait pas... Il y avait des mesures sanitaires assez strictes, le nombre de constructions a beaucoup diminué. Ce qui fait qu'en ce moment, on a un retard encore plus accentué par rapport à qu'est-ce qu'on devrait faire normalement. Ce qui fait que, bon, il s'est pas assez construit de logements et donc, il y a encore plus une pénurie. Donc, si on construit plus de logements, en théorie, il y aurait plus d'offres disponibles et donc, ça compense la balance au niveau de la demande. Est-ce qu'on a les moyens d'acheter? Non. Donc, c'est ça la question. Qui va acheter et combien ces personnes-là vont louer? Est-ce qu'elles vont louer à des étudiants internationaux qui ne comprennent pas la réalité du marché au Québec et qui vont peut-être payer beaucoup plus? Est-ce qu'ils vont louer à des investisseurs? Ou est-ce que c'est des investisseurs étrangers? Ben là, le fédéral a un peu statué là-dessus, mais on ne sait pas qui va acheter. Donc au final, on ne sait pas ce que ça va être la réalité sur le terrain. C'est ce que je pense aussi. J'ai l'impression que si on se dit, ben parfait, on construit plus de logements, oui, mais si on a une offre plus grande de logements à 2500 $, le loyer le mois pour un 4,5 flambant neuf downtown McGill, jusqu'à quel point... Mais qui veut habiter downtown McGill? Ben, beaucoup de gens, je te dirais. Fuyez cette zone. Fuyez les Anglos. Allez gentrifier Verdun, comme tout le monde. Oui, faites... Regarde, soyez donc avant-gardistes. Allez à Annecy. Allez gentrifier un nouveau quartier. À Rimouski. Mais ce rythme en région, honnêtement, c'est encore plus problématique. Oui, parce que les gens n'ont pas d'argent. Oui, puis il y a vraiment très, très peu de logements disponibles. Dans le deuxième plus grand pays du monde, c'est quand même assez ironique. C'est quand même assez ironique, hein? Il n'y a pas assez de maisons dans un gros pays comme le Canada. Mais j'ai l'impression, et j'ai cherché énormément de solutions pendant ces derniers mois, années. On a parlé de logements avec... justement l'épisode 19. On a parlé de crise du logement. On a parlé avec également le député de Chagamaison-Neuve, Alexandre Leduc. Puis j'ai l'impression que depuis ce temps-là, j'ai toujours pas trouvé la solution miracle. Correct, c'est pas ta job. Celle-là, t'es bonne. T'es pas payé pour. T'es pas... C'est ça, notre... En tout cas, moi, j'encouragerais le monde, notamment les personnes locataires, à faire valoir leurs droits. Il y a un tribunal qui existe, qui est le tribunal administratif du logement. Puis vous pouvez être aidé par des comités dans vos quartiers ou dans vos villes. Donc, renseignez-vous sur vos droits. Si vous êtes propriétaire, soyez si des bons propriétaires. Ouais, dialoguez avec vos locataires, essayez de comprendre la réalité. Réparer la lumière de l'escalier, c'est... Exactement. C'est dangereux, sinon. C'est dangereux. On va parler de la situation politique sur le continent africain. Bon,
Mea culpa, le continent africain est un continent gigantesque où il y a énormément de pays, énormément de situations politiques différentes, mais il y a un petit point commun qui est quand même l'instabilité. Puis là, on va se pencher sur l'Afrique de l'Ouest. Ouais. Récemment, il y a eu plusieurs événements qui vont avoir des impacts, d'ailleurs, je l'annonce, moi, Hélène, Tadam! sur le Canada. Si vous écoutez l'émission régulièrement ou si vous me connaissez, parce qu'il y a juste 14 personnes qui nous écoutent, vous savez peut-être que je travaille dans le milieu de l'immigration. Sachez que la situation politique en Afrique fait que le nombre de personnes qui demandent l'asile au Canada va augmenter, puis leurs pays d'origine vont se diversifier. Mais c'est déjà le cas, non? C'est déjà le cas. C'est-à-dire depuis les années C'est déjà le 80, on voit apparaître ce phénomène-là. Bien sûr, ça arrive par vagues, puis c'est tout à fait identifiable. Mais je reviens à l'Afrique. Moi, j'ai un peu lu sur le coup d'État au Niger, à ne pas confondre avec le Nigeria. Non. Le Niger est un pays musulman francophone, le Nigeria est un pays anglophone, qui partage des frontières avec le Niger. C'est le 7e coup d'État dans l'histoire de ce pays. Il y a plus eu de coups d'État au Niger qu'il y a eu de femmes qui ont gagné le prix Nobel de physique. C'est fou quand même. Ou de Coupe Stanley remportée par les Canadiens. Non, on en a eu 24 quand même. Dans les 10 dernières années. Et là, Hélène, honnêtement, là, l'échantillon est beaucoup trop mince. En tout cas, On s'améliore. bonne chance. Le 26 juillet 2023, le président Mohamed Bazoum a été séquestré par les militaires, donc c'est une junte militaire, puis remplacé par le ministre des Affaires étrangères, puis en fait remplacé par Omar Tiani, qui est général de l'armée, qui est à la tête du pays. Ça a créé beaucoup de grabuge, si je puis dire, avec les pays voisins, donc le Tchad. Assassin. Ouais, le Tchad C'est a un mis petit son nez bon. là-dedans, le Nigeria aussi, Burkina Faso et Mali et Guinée ont quelque chose à dire. Il y a des groupes djihadistes qui sont présents dans la région. Il y a des frontières communes avec l'Algérie qui est pas non plus tout à fait stable en ce moment. Puis évidemment, il y a cette bonne vieille France qui adore mettre son pied à terre quand il s'agit de l'Afrique, puisque on fait toujours des manœuvres coloniales sur ce continent. Hein, voilà. Vous êtes pas bon, hein? De plus en plus, vous... Non, mais on est là. Vous êtes là. Vous êtes... Fait que ça va pas bien au Niger, ça va pas super bien au Sénégal non plus, qui historiquement est un pays où il y a beaucoup de stabilité. Oui, c'est-à-dire que c'était quand même effectivement. un pays relativement sécuritaire, un pays qui était une référence en fait sur le continent en termes de stabilité. Ousmane Sonko, qui est à l'opposition, est emprisonné. Il était radié des élections. Là, ses avocats plaident en faveur de sa potentielle candidature aux prochaines élections en 2024. Macky Sall, qui est le président depuis 2012, donc depuis 11 ans, on se demande c'est quoi la légitimité de la démocratie là-dedans. Il est quand même visé pour crime contre l'humanité. Hein. En tout cas par Juan Branco, qui est l'avocat de son opposant Sonko, qui est un Français. Encore une fois, la France, qui n'a rien à faire là, qui met son nez dans les affaires des autres. Bref, le Sénégal, ça va pas bien. Le Niger, ça va pas bien. Est-ce que t'as d'autres références de pays qui vont pas bien? Il y a beaucoup de pays qui vont pas bien en ce moment. Et en Afrique, il y a plusieurs situations. C'est-à-dire que on a vu d'une part, bon, il y avait justement, je salue notre ancienne chroniqueur Samuel Breton, qui a fait un travail phénoménal, puis je pourrais pas le faire aussi bien que lui, mais justement, il mentionnait le fait que, bon, l'influence rigoriste wahhabite, notamment au niveau des pays africains, et la pauvreté et aussi les faiblesses institutionnelles énormes de certains pays dans certaines régions, par exemple au Mali avec l'Azawad, fait en sorte qu'il se développe effectivement une mouvance djihadiste, islamiste, extrémiste dans ces zones-là où finalement il n'y a aucun État, il n'y a rien qui permet d'assurer un certain contrôle. Mais on voit aussi en Afrique, puis là, on aurait dû faire tout notre épisode sur complètement le multipolarisme, parce que jusque dans les années 2008 ou déjà 2005, les États-Unis étaient tout seuls au monde. On avait un mode unipolaire, et on voit aujourd'hui apparaître un mode multipolaire, c'est-à-dire que la Chine est en train de prendre de l'importance, la Russie est en train de prendre de l'importance, et d'autres pays, le Brésil, il y a régionalement aussi l'Arabie Saoudite, l'Iran. Donc, l'Afrique est un peu
victime collatérale de ça. C'est-à-dire que, par exemple, la Russie avec le groupe Wagner, mais aussi probablement d'autres milices indépendantes et aussi probablement le pouvoir central russe arrive à dire, les méchants, c'est les Occidentaux. Les Occidentaux disent, on va vous aider alors que finalement, on sait très bien que c'est dans leurs intérêts personnels. Donc, il y a, à travers certains pays en Afrique en ce moment, une représentation, je dirais pas une guerre froide, mais il y a on voit certains éléments des conflits ou des tensions politiques internationales et la population se fait est un petit peu au travers de tout ça, là. Effectivement. Autant pour le conflit israélo-palestinien, je vais réutiliser la formule, j'ai du mal à comprendre ce qui va se passer dans l'avenir. Autant pour le continent africain, il se passe quand même quelque chose d'assez extraordinaire, parce que c'est un continent jeune. Oui. C'est un continent qui n'a pas subi, par exemple, la pandémie, donc qui est extrêmement résilient. C'est un continent très puissant au niveau de son soft power, dans le sens où régionalement, ce qui se passe, c'est assez fabuleux, que ce soit au niveau du cinéma, de la musique, de la mode, de la créativité de manière générale. Fait que moi, l'avenir, je le vois quand même africain, dans le sens où je pense que plusieurs pays, plusieurs groupes, plusieurs individus vont pouvoir faire du bien autour d'eux, ne serait-ce qu'au niveau local. C'est très quétaine. Wow, Hélène, wow. C'est beau. Non, mais pour vrai, je suis d'accord avec toi dans le sens, tu sais, on dit toujours, puis là, je salue Béatrice Zani qui disait, avant c'était The West and the Rest, maintenant c'est The Rest and the West. Donc, on voit un mouvement mondialiste où il y a des pays maintenant qui émergent. En ce moment, l'Asie est clairement le continent en émergence, c'est-à-dire le présent est en Asie, mais moi je dis toujours le futur est en Afrique. Je pense que l'Afrique, effectivement, il faut arrêter que les gens pensent qu'il n'y a aucun développement puis que c'est juste des gens en nu-pieds qui jouent au soccer dans le désert. C'est pas du tout ça. Il y a énormément de développement qui se fait. Il y a effectivement des pays qui avancent et le fait justement que la Chine et d'autres acteurs veuillent et mettent leur énergie sur l'Afrique fait en sorte que eux en soient conscients et tranquillement mettent leur pied à la bonne place. Donc, je pense que dans le futur, l'Afrique peut effectivement là, se développer nettement au niveau économique et sortir du marasme dans lequel elle a été excessivement longtemps. Mais on n'est pas à l'abri non plus d'un repli parce que s'il y a une puissance qui dit parfait, on a besoin de diamants, puis eux, s'ils payent, c'est pas grave, ça peut arriver aussi. Mais je suis optimiste pour l'Afrique. Tu vois, c'est tellement une belle manière de conclure. Exactement. Je suis optimiste. Qu'est-ce que tu recommandes comme sortie culturelle, œuvre artistique, un petit quelque chose à écouter, à voir, à lire pour conclure cette émission? Tu vois, moi, j'aurais été... On a parlé des saumons de l'information il y a 2 épisodes. J'ai plugué toutes nos épisodes. C'est vraiment phénoménal. Mais vraiment, informez-vous parce que, tu sais, ce qu'on parle au conflit Israël-Palestine, ce qu'on parle au niveau de la crise du logement, puis même qu'est-ce qu'on parle au niveau des coups d'État en Afrique, les médias, tu sais, je suis pas en train de dire « les médias, les mauvais médias », mais essayez d'aller diversifier vos sources d'informations pour avoir une meilleure idée, essayez de comprendre qu'est-ce que, par exemple, l'auteur ou le journal ou l'éditorial a voulu dire derrière. Donc, vraiment, renseignez-vous, allez chercher un 2e degré au niveau de l'analyse, allez essayer de chercher d'autres informations pour vraiment... croiser les sources. Croiser les sources. Parce que c'est important. C'est important. C'est comme ça qu'on se fait une idée. C'est vraiment en allant chercher de l'information de qualité. C'est beau, pareil. Toute l'émission, c'était sur les guerres, les conflits, pas de logement, puis on finit, on est comme... les fleurs sont belles. Mais c'est ça, Apéro-Cigare. Écoute, si on peut... Moi, j'ai envie de dire, si on peut attiser la curiosité du monde, tant mieux. Apéro-Cigare, on n'a aucunement la prétention de diffuser la vérité vraie. Au contraire, allez chercher d'autres choses, comme tu dis. Allez écouter d'autres choses. Likez-nous sur tous les réseaux sociaux. Il faut, ça, c'est pas arbitraire. Là. On se retrouve dans 2 semaines. Oui.
pour un épisode assez particulier. J'ai quand même bien hâte. Ça va être nos premières invitées femmes de la saison. On va parler de violences conjugales puisque ça va être les 12 jours d'action contre les violences faites aux femmes et l'anniversaire de la tuerie de Polytechnique. Rien de lourd, dans le fond. Rien de lourd. Écoute, on continue sur des sujets très agréables. Si vous avez des suggestions, quoi que ce soit, vous pouvez nous écrire par courriel sur les réseaux sociaux. Quoi d'autre? On chill pas mal dans Montréal, fait que peut-être on se croisera au coin d'une rue. Mais pas Sainte-Catherine. Non. Mais on se voit dans 2 semaines. Merci de nous avoir écoutés. Et puis, Hélène, à bientôt. À bientôt. Cheers.